Dans le cadre de nos séminaires de l'Institut, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Laurent Poirel pour tout un tas de raisons. Laurent Poirel est chercheur et un des plus grands chercheurs au monde spécialisé dans l'étude de la résistance aux antibiotiques. 1m87. 1m87 et à peu près 1m87 de publications scientifiques et également de citations. Donc c'est un des chercheurs les plus cités au monde sur la question de la résistance aux antibiotiques et en particulier depuis 10 ou 15 ans au moins sur toute l'épidémiologie des mécanismes de résistance, des bêta-lactamases, des carbapénémases et de la cholestine plus récemment. Et donc on est ravis d'accueillir ici. Et donc Laurent, on te laisse la parole et puis on va t'écouter avec attention. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc. Bonjour à tout le monde. Merci en particulier au professeur Raoult de me donner l'occasion de venir à Marseille, de vous présenter un petit peu des choses que j'ai faites ces années passées, de vous parler de cette résistance aux antibiotiques qui m'est chère. Effectivement, je travaille donc avec Patrice Norman à l'Université de Fribourg. On a un centre de recherche depuis 6 années maintenant. Avant, nous étions à Paris, à l'hôpital de Bicêtre. Nous sommes également une unité à titre étranger INSERM, rattachée à l'équipe d'Éric Delamure à Paris. Et puis, nous avons créé de nouveau le Centre national de référence aux antibiotiques, comme nous l'avions fait à Paris. Et nous l'avons fait en Suisse, il n'y avait pas de centre de référence. Et maintenant, nous sommes un centre de référence on peut collecter pas mal de souches, même si être en Suisse, ce n'est pas le meilleur endroit pour collecter des bactéries multirésistantes. Mais malgré tout, on a quand même un network mondial intéressant qui nous permet de faire cette recherche. Alors, donc je vais être amené à vous parler de différentes choses. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait un petit peu dans le passé. Ça m'a permis moi-même de me repencher sur ce que j'ai fait il y a quelques années et puis de choses plus récentes. Donc, mon idée, c'est de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait et puis vous allez voir que on va être accompagné de temps en temps par le capitaine Haddock parce que j'ai eu cette idée en préparant mon talk il y a 2 jours, en pensant à Jean-Marc effectivement avec sa barbe. Et puis bien sûr, on est dans une ville qui pour moi, toujours j'admire, être au bord de la mer, dans un port, etc. Donc avoir un marin avec nous pour nous accompagner, je trouvais ça plutôt sympa. Donc j'aurais pu commencer mon talk sur la résistance antibiotique en vous présentant qu'il allait y avoir des millions de morts, etc. à cause de la résistance, mais j'avais peur que Didier Raoult m'assassine immédiatement. Donc je me suis dit, je vais m'adapter. Vous connaissez tous la résistance antibiotique, c'est un problème. On ne sait pas combien de morts ça cause, mais ça en cause quelques-uns. Et donc, on va parler... On est d'accord, hein. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour que tout se passe bien. Hein. Donc... l'évolution bactérienne aux antibiotiques, je voulais juste rappeler une chose qu'on aime bien rappeler aux étudiants parce que ça peut paraître peut-être évident, mais ça ne l'est pas toujours, c'est qu'en fait, que vous donnez des antibiotiques pour tuer les bactéries, en fait, la plupart du temps, ils meurent, hein, et puis quand ils ne meurent pas, il y a une survie, elle peut être liée à 2 choses. Soit il y a des mutations dans le chromosome, c'est-à-dire dans un patrimoine génétique préexistant, et puis très souvent, eh bien, il y a besoin d'acquérir du matériel génétique étranger. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, c'est-à-dire comprendre un petit peu quels sont les mécanismes qui peuvent être apportés nouvellement. Et la plupart du temps, donc, ce sont des transferts horizontaux de gènes. Et une des questions, c'est de se dire, mais ces gènes, d'où ils viennent, comment ils sont acquis, quels sont les modèles génétiques qui permettent leur acquisition, comment ils persistent, etc. Donc en fait, pour résumer, c'est que vous avez une population hétérogène avec un mutant parmi des bactéries qui sont dites sensibles, vous utilisez les antibiotiques, et puis bien sûr, vous ne récupérez que les bactéries dites résistantes parce qu'elles soit elles ont acquis un plasmide, là le petit truc en vert, soit elles ont des mutations dans leur chromosome. Donc on résume ça comme ça. L'évolution bactérienne qui leur permet de résister aux antibiotiques, eh bien ce sont soit des changements qualitatifs du génome qu'elle possède, donc ce sont ce qu'on appelle les mutations, soit des évolutions quantitatives avec donc des gènes qui sont échangés, et puis on additionne des gènes et des gènes qui viennent s'accumuler dans le génome préexistant. Et puis très souvent, eh bien, ce sont un peu les 2 choses, c'est-à-dire qu'on a transfert de gènes et ensuite des mutations dans le gène nouvellement acquis. Donc vous verrez à travers différents exemples que ça, c'est quand même très commun dans la résistance. Donc on a des échanges qui sont à tous les niveaux. Vous savez très bien que les bactéries, elles s'échangent bien, au sein même des institutions de soins de santé, au sein même du patient, eh bien, on a beaucoup d'échanges. L'individu, on le sait très bien, dans son microbiote, on a énormément d'échanges entre les bactéries. Ensuite, les bactéries elles-mêmes s'échangent les plasmides. On a ensuite des clones qui eux-mêmes possèdent des plasmides. Les plasmides peuvent passer d'un clone à un autre clone. Et puis, sur les plasmides, vous avez ce qu'on appelle des intégrons ou des transposons. On y reviendra un petit peu après. C'est-à-dire ces éléments mobiles qui permettent l'acquisition du gène de résistance. Et puis, à la fin, on a vraiment le gène de résistance. Et donc, on va un petit peu essayer de comprendre comment ça se passe. Donc,
Ces gènes de résistance, d'où viennent-ils? Alors, on parle la plupart du temps de progéniteurs. Ce sont les autres bactéries qui sont donneuses de gènes qui n'existaient pas avant. Et donc, ces progéniteurs, ils peuvent être résistants à l'antibiotique correspondant, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le progéniteur il exprime sa résistance. Donc, logiquement, une bactérie est résistante à la tétracycline, elle a un gène de résistance à la tétracycline. Mais le plus souvent, en fait, contre toute attente, ces bactéries sont sensibles à l'antibiotique correspondant. Donc, on parle de progéniteur silencieux, c'est-à-dire que le gène qui a causé une résistance dans une bactérie pathogène, il provient d'une autre bactérie, le plus souvent non pathogène, en tout cas pour l'homme, et dans lequel le gène est présent, mais dit silencieux, c'est-à-dire ne s'exprime pas, ne confère pas de résistance dans les conditions de laboratoire. Okay? Donc, on sait que ces gènes de résistance, ils peuvent provenir de différents sites écologiques, soit du microbiote humain, donc le microbiote cutané intestinal, c'est là qu'on a des réservoirs de gènes de résistance, soit le microbiote animal, ou soit le microbiote environnemental. Okay, ce sont les trois grands niches écologiques dans lesquelles on peut trouver ces bactéries et donc ces gènes de résistance. Donc la fameuse phrase « ils sont partout autour de nous, dans les villes, dans les campagnes », vous avez entendu parler de ça dans la campagne présidentielle, et ben ça peut s'appliquer également un petit peu à ces gènes de résistance. Et c'est pour ça qu'il y a une tendance actuellement, on pourrait même dire une mode pour certains qui décrivent ce genre d'approche, de considérer l'ensemble comme un tout. L'homme, l'animal, l'environnement, et on va essayer de trouver un petit peu où sont les bactéries résistantes et donc où sont les gènes de résistance. Donc cette fameuse One Health Approach, et c'est quoi la One Health? Eh bien en fait c'est le fait d'avoir la possibilité de comprendre où un gène de résistance peut se nicher pour mieux comprendre comment il va finalement se retrouver dans la bactérie pathogène et responsable de l'infection du patient. Donc tout un programme. Ça a été résumé un petit peu dans une revue relativement récente de Fernando Baquero qui avait parlé de cette universalité des échanges, où il avait bien expliqué que c'est vrai pour les bactéries comme pour plein d'autres choses, c'est vrai pour les mouvements de population, c'est vrai pour les ondes radiophoniques, etc. Vous avez la plupart du temps un transmetteur d'un côté, et puis de l'autre côté vous avez un récepteur. Et puis entre les deux, il y a un véhicule alors, qui va permettre, oui ou non, de faire accélérer le mouvement, c'est-à-dire que le gène qui vient de quelque part, et il va finir par atterrir dans une autre bactérie, mais on aime savoir comment il est arrivé là et pourquoi. Donc, en ce qui nous concerne, donc on parle d'un donneur de gènes, je vais vous parler donc plusieurs fois d'un progéniteur, ça c'est bien ça, c'est le donneur, l'élément génétique de la transmission, et puis ensuite le receveur. Alors, comment identifier leur origine? Je vous ai dit, les gènes de résistance, on ne sait pas forcément où ils sont, parce qu'ils peuvent être dans des bactéries qui sont sensibles à l'antibiotique pour lequel ils sont censés conférer une résistance. Donc, on a un petit peu de mal. Ce qu'on sait par contre, c'est que souvent, les gènes de résistance sont partagés au sein d'espèces qui sont phylogénétiquement apparentées. Donc, quand on cherche un gène de résistance et sa nature même au départ, on peut penser à des bactéries qui soient liées. Vous trouvez un gène de résistance, là encore, au bêta-lactamine dans une espèce telle qu'Escherichia coli, il est de fortes chances que ce gène puisse être à l'origine dans une bactérie, qui soit une autre entérobactérie ou bien un autre gram négatif au moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a, au niveau du gène lui-même, des problèmes de transcription, des problèmes de traduction. Si on s'éloigne un petit peu phylogénétiquement de son origine, on sait que les spectres d'autres sont limités pour les plasmides, parce que la plupart du temps, ce sont des plasmides qui sont à l'origine du transfert d'un gène d'une cellule bactérienne vers une autre cellule bactérienne. Donc, si on veut que le gène y passe, il faut que ce plasmide il soit capable de se répliquer dans l'espèce progénitrice et dans l'espèce réceptrice. Et puis c'est la même chose un peu pour les bactériophages. On sait que les bactériophages sont à l'origine également de la transmission de gènes de résistance, mais là encore il y a des spectres d'autres qui sont vraiment relativement restreints. Et puis donc il faut que les écologies respectives du donneur et du receveur, elles soient relativement compatibles. C'est-à-dire qu'on comprend bien que dans le tube digestif, par exemple, si vous avez deux bactéries qui se côtoient, il y a de fortes chances qu'il puisse y avoir des échanges génétiques. Si en revanche, pour des raisons, par exemple, de température de croissance, vous avez des bactéries qui sont à l'opposé en termes d'écologie, il y a beaucoup plus faibles chances qu'on ait des échanges entre les deux. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Je vous ai juste mentionné un exemple. Par exemple, la bêta-lactamase la plus connue, la première identifiée, TEM1, eh bien, en fait, on voit bien qu'on la trouve chez les entérobactéries, bien sûr, c'est là qu'elle pose des problèmes. On la trouve chez Neisseria, on la trouve chez l'Hémophilus, on la trouve chez Pseudomonas. Donc vous voyez, là, dans ces cas-là, même si la plupart, là, donc on est dans les grammes négatifs, on a quand même des bactéries qui sont très éloignées phylogénétiquement les unes des autres. Vous voyez que ce n'est pas toujours le cas, mais je vous dis,
la plupart du temps, c'est quand même vers des cousines très proches que se font les échanges. Alors, les bactéries progénitrices, elles devraient être résistantes, je vous ai dit, aux antibiotiques concernés. Donc, regardons les résistances naturelles. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur cet aspect, prouver le réservoir d'un gène de résistance, je me suis dit, bah, alors, si on cherche un gène de résistance, par exemple au chlorant, on va aller chercher chez les bactéries résistantes au chlorant. Bah, c'était un peu idiot, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est quelquefois vrai, mais la plupart du temps, donc je vous l'ai dit, les gènes réservoirs identifiés l'ont été dans des espèces qui sont paradoxalement sensibles à l'antibiotique concerné. Donc il n'y a pas de corrélation entre la présence du gène et la résistance. Là, j'insiste sur un point qui peut faire débat, c'est que je vous parle d'absence de résistance, d'expression dans les conditions de culture au laboratoire. C'est-à-dire dans ma boîte de pétri à 37 degrés, je ne vois pas de résistance. Okay, il est tout à fait possible, et il a été prouvé que certains gènes, donc dans des conditions de stress particulières, peuvent être amenés à s'exprimer. Donc, il ne faut pas du tout se fier à cette histoire de breakpoint et en cataloguant les bactéries en disant, bah voilà, celle-ci elle est résistante, donc c'est là que je vais chercher. Non, par contre, en termes de CMI, ça peut être un bon indicateur. C'est-à-dire que si on voit une bactérie qui a potentiellement une diminution de sensibilité par rapport à ce qu'on attend aux antibiotiques, là, ça peut être un bon indicateur qu'il se passe quand même quelque chose. Mais ne pas regarder la résistance en tant que telle. Alors, les éléments génétiques qui vont permettre de faire passer le gène de son réservoir naturel, de son progéniteur, vers la bactérie qui nous intéresse, eh bien, ils sont multiples. J'ai résumé un petit peu ce qu'on trouve habituellement chez les grammes négatifs, c'est ce sur quoi je travaille le plus, et donc, on a les transposons, avec différents types de transposons, on a les intégrons, et puis les séquences d'insertion. Et j'ai fait un focus sur ces séquences d'insertion, parce que c'est ce sur quoi j'ai pas mal travaillé, et ces séquences d'insertion, en fait, vous voyez qu'on peut résumer ça comme ça, ce sont des petits éléments génétiques qui sont mobiles, et en fait, ils sont la plupart du temps de taille vraiment limitée, et il y a un seul gène qui code pour donc cette transposase qui va permettre de faire la mobilisation de cet élément génétique d'un endroit du chromosome ou du plasmide vers un autre endroit. Et donc, on a deux séquences inversées répétées de part et d'autre qui se reconnaissent, qui permettent de faire une circularisation de cet élément. Et comme il est circularisé, eh bien, il peut bouger d'un endroit à un autre. Et quand il vient s'intégrer au sein d'une cible, ça c'est la cible dans laquelle cette séquence d'insertion est venue s'intégrer, eh bien, c'est toujours la transposase qui va jouer également le rôle de couper l'ADN cible pour permettre l'intégration et qui va permettre de recoller un petit peu les bouts pour que tout se fasse. Donc, c'est une enzyme multifonction, on l'appelle transposase par raccourci, mais en fait, c'est multifonction. Et quand il y a cette insertion, eh bien, en fait, on a une duplication du site d'insertion, target site duplication. Ça, c'est la signature, la plupart du temps, de cette transposition. Donc ça aide, quand on fait des analyses génétiques, à comprendre si un élément génétique est arrivé par transposition ou pas, parce que la plupart du temps, on trouve des duplications des sites d'insertion de part et d'autre. Là, je vous ai mis un exemple qui est de 5 paires de bases. Ça peut varier d'une séquence d'insertion à l'autre. On a des longueurs de duplication de sites qui varient. Alors, le rôle de ces séquences d'insertion dans la mobilité des gènes de résistance aux antibiotiques, il est extrêmement important. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Il y en a un qui est très connu, c'est par exemple la bêta-lactamase naturelle de Klebsiella pneumoniae. Okay, toutes les Klebsiella pneumoniae sont résistantes naturellement aux pénicillines et elles le sont grâce à la production d'une enzyme qu'on appelle SHV. Et le gène SHV, donc, il code soit pour des enzymes à spectre étroit, les pénicillinases, ou de temps en temps on a des petites mutations au sein de la protéine qui lui confèrent un avantage, c'est-à-dire que cette pénicillinase devient une bêta-lactamase à spectre étendu, donc ces fameuses BLSE. Et ces BLSE, donc ce sont des dérivatifs ponctuels de cette pénicillinase au départ, et on peut les trouver, les gènes, donc dans d'autres espèces que Klebsiella pneumoniae, à travers un transfert plasmidique. Donc le gène de Klebsiella, il est passé sur un plasmide, ensuite ce plasmide, il a circulé au sein d'autres espèces, et on l'a trouvé, par exemple, dans pas mal d'entérobactéries, la plupart, mais également chez Pseudomonas ou Acinetobacter. Donc ça, c'est un exemple connu de progéniteur. Et quand on regarde un petit peu les séquences génétiques qui encadrent ce gène SHV dans différentes espèces, quand on a regardé le chromosome d'une Klebsiella, voilà, on a le gène SHV et puis il est entouré de gènes qui sont toujours là dans les génomes de Klebsiella. Et quand on regarde dans une espèce qui n'est pas Klebsiella, vous prenez par exemple Escherichia coli qui produit SHV, ce gène SHV il est sur un plasmide, et quand il est sur un plasmide, on voit qu'il y a toute une partie qui correspond au progéniteur, c'est-à-dire pas seulement le gène SHV a été mobilisé, mais toutes les structures qui sont adjacentes. Et puis on trouve de part et d'autre des séquences d'insertion qui s'appellent IS26. Et donc dans ce cas-là, on comprend bien que ce qui est mobile est
le fragment d'ADN de Klebsiella pneumoniae qui a été mobilisé par la présence de ces séquences d'insertion IS26. Donc dans ces cas-là, cette séquence IS26, elle a participé à l'acquisition et vraisemblablement, elle a permis de faire ce qu'on appelle donc des recombinaisons homologues, c'est-à-dire une séquence d'IS26 ici, une séquence d'IS26 là, et puis la target, c'est un plasmide par exemple, où il y a déjà une copie d'IS26, la recombinaison homologue se fait, et tout le fragment qui provient de Klebsiella pneumoniae peut s'intégrer. Donc ça, c'est un exemple relativement connu. Il y a une autre possibilité pour les séquences d'insertion d'apporter des gènes de résistance, c'est pas seulement de faire de la recombinaison de cette manière-là, mais c'est de former ce qu'on appelle des transposons composites. Et ça, moi, dans le topic qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire les bêta-lactamases et leur mobilité, il y a très souvent ce type de transposon. Alors en fait, je vous le rappelle, donc la séquence d'insertion, elle est là, elle vient s'intégrer à un endroit donné, elle crée cette duplication de sites de part et d'autre, et voilà, elle est mise dans le chromosome. Et puis après, vous imaginez que vous avez le chromosome dans lequel il y a eu cette insertion, et puis vous avez la même séquence d'insertion, donc une autre copie, qui elle vient se mettre à un autre endroit. Donc elle vient s'insérer à un autre endroit du chromosome, mais pas très loin de l'autre. Okay, donc on a deux séquences d'insertion qui sont séparées par 1000, 2000, 3000 paires de bases, etc. Et puis, si jamais on a au milieu de tout ça, de manière totalement aléatoire, un gène de résistance, ben il est tout à fait possible qu'ensuite, il y ait une mobilisation de tout le fragment qui va emporter le gène de résistance. Pourquoi ça? Parce que je vous disais que tout à l'heure, une séquence d'insertion, normalement, elle reconnaît ses extrémités et elle bouge en tant que quantité seule mobile. Mais cette séquence d'insertion à gauche, cette séquence inversée répétée à gauche, elle reconnaît d'habitude celle qui est à droite, qui n'est pas tout à fait la même, mais presque. Eh bien, si jamais il y a une reconnaissance, non pas de cette deuxième ici, mais celle-ci reconnaît celle-là, eh bien, vous comprenez bien que donc c'est tout le fragment qui aura bougé. Donc la séquence d'insertion ne bougera plus toute seule, elle n'apportera pas de gène de résistance, mais dans ce cas-là, elle en apporte vraiment un. Donc, quand on regarde a posteriori, par exemple, ce plasmide qui s'appelle R1, qui a été étudié très profondément par pas mal de personnes, parce que c'était un des premiers plasmides qui était montré comme étant conjugatif, apportant des résistances aux antibiotiques. Quand on l'a séquencé, on s'est rendu compte que la plupart des gènes de résistance aux antibiotiques portés par ce plasmide, que ce soit la tétra, chloran, cana, strepto, eh bien en fait, ils l'étaient tous par ces fameux transposons composites. Le gène de tétra, il est dans un transposon encadré par deux séquences IS10. Le gène de résistance à la cana, c'est 2 fois IS50, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très fréquent d'avoir l'acquisition de gènes de résistance par des transposons composites. Et je vais vous donner un exemple d'un gène sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est OXA48. OXA48, il a été découvert chez Klebsiella pneumoniae, en Turquie tout d'abord, et puis ensuite on s'est rendu compte qu'il était extrêmement répandu. Il est présent, c'est la première carbapénémase en France, en Belgique, en Suisse, etc. Donc cette enzyme hydrolyse les carbapénèmes, et n'hydrolyse pas, c'est une de ses originalités, les céphalosporines à large spectre. Et donc, il a été montré comme étant responsable de l'acquisition de la résistance au carbapénème dans pas mal d'espèces, dans pas mal d'entérobactéries. Et donc, quand on a regardé son environnement génétique à ce gène OXA48, on s'est rendu compte qu'on avait une copie d'une IS qui s'appelle donc 1999, de l'autre côté on en a une autre, et on s'est rendu compte que tout ça, on l'a démontré de manière expérimentale, pouvait bouger. Donc, ça correspondait bien à l'hypothèse avancée que le gène OXA48, s'il bouge, c'est grâce à l'activité de ce transposon avec la séquence d'insertion qui reconnaît cette extrémité ici, qui reconnaît cette extrémité là-bas, et voilà comment ça fonctionne. Donc, on a cette possibilité d'avoir une transposition, et quand on a la transposition de ce transposon qu'on a appelé TN 1999, eh bien en fait on s'est rendu compte qu'il était sur un plasmide. Et donc ce plasmide, c'est lui-même qui apporte la résistance à la bactérie, ok, c'est pas le transposon seul qui se balade, le transposon il a bougé, il est venu sur un support plasmidique, et c'est ce plasmide qui ensuite a disséminé et a permis l'acquisition de la résistance. Donc ce plasmide, en fait on s'est rendu compte qu'il était épidémique, c'est-à-dire que toutes les souches pratiquement qui produisent OXA48, elles ont toutes ce plasmide, c'est pas toujours le cas pour les gènes de résistance, on a souvent une diversité de supports génétiques plasmidiques. Là pour OXA48 c'est un peu inhabituel, on a vraiment ce qu'on appelle un plasmide épidémique. Donc on a des souches différentes, mais un même plasmide. Et pourquoi, d'ailleurs, il est aussi épidémique? Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, sur le plasmide, donc qui est représenté en bleu ici, eh bien, on a eu une intégration de ce transposon à un endroit où il y avait un gène qui s'appelle TIR. Et donc, ce plasmide, ce gène TIR, en fait, il est censé coder pour une protéine inhibant le transfert du plasmide. Et ce qu'on a montré en restaurant l'activité de cette enzyme correspondante à ce gène TIR tronqué, c'est qu'effectivement, en venant s'intégrer, ce transposon non seulement apportait la résistance, mais en même temps, il déréprimait, on va dire,
l'aspect conjugatif de ce plasmide. Donc le plasmide conjugue à des fréquences extrêmement fortes grâce au fait que cette enzyme n'est plus active, grâce au fait que ce gène est inactivé. Donc vous voyez, c'est intéressant. Là, dans ce cas-là, c'est fascinant de voir qu'on a un gène qui est tronqué, on a l'apport d'une résistance aux antibiotiques et en même temps, on a un autre avantage qui est le fait que le plasmide dissémine extrêmement fortement. Voilà. Ces séquences d'insertion, elles ont également un rôle, pas seulement dans l'acquisition de gènes de résistance, mais également dans leur expression. Donc l'exemple, c'est qu'on a pris plusieurs souches qui produisaient OXA48, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que donc ce fameux transposon IS 1999, en fait, ici, la séquence d'insertion, elle apporte un promoteur qu'il n'y avait pas au départ. Donc en fait, grâce à cette séquence d'insertion, on a eu la mobilité, mais on a eu l'expression à haut niveau d'OXA48. OK? Et on a vu encore mieux, c'est-à-dire qu'on a vu au cours du temps une souche qui est devenue de plus en plus résistante, et on s'est dit, il y a peut-être d'autres gènes qui sont venus s'accumuler. Et en fait, non, c'est toujours une copie du gène OXA48, mais une séquence d'insertion qui s'appelle IS1, qui est venue s'intégrer au sein même de cette séquence d'insertion qui était à gauche ici. Et donc, elle a apporté un promoteur additionnel, qui est encore plus fort que le premier. Donc, on se retrouve avec une structure où on a deux promoteurs, puisque celui-ci ici, il existe toujours en première position. On a un deuxième promoteur, donc vous avez une expression plus forte du gène de résistance. Et l'autre chose qui est encore plus vicieuse, c'est que ce transposon, qui était censé bouger, être fonctionnel, eh bien là, il ne peut plus bouger. Il est stabilisé par le fait que cette structure, cette IS ici à gauche, a été inactivée. Hein, on s'est rendu compte que ici, la transposase qui était codée, elle était beaucoup moins effective que celle qui était codée ici. Donc là, on n'a plus de transposase, donc on stabilise plus ou moins le système sur le plasmide. Donc vous voyez, le fait que ces séquences d'insertion ont un double rôle extrêmement important sur l'acquisition et l'expression des gènes de résistance. Et donc une des questions, pour en revenir à cet aspect progéniteur, c'est ce gène OXA48 qui nous pose autant de problèmes. Eh bien, d'où vient-il? Eh bien, on s'est fait pas mal de brainstorming et on s'est rendu compte que, je vous passe les détails, mais en faisant des analyses in silico, des gene bank databases, etc., on s'est rendu compte que dans le génome de certaines Shewanella, eh bien, il y avait cette Shewanella onedensis qui est un progéniteur de cette carbapénémase. Alors ça, c'est intéressant, c'est une bactérie de l'environnement qui a été retrouvée quelquefois dans les sédiments en Antarctique, etc., qui est complètement sensible aux bêta-lactamines. Eh bien, quand vous regardez son chromosome, vous trouvez le gène OXA48, ou en tout cas apparenté. Donc, quand on a trouvé ça, on était tout contents. Vous voyez, Patrice Norman et moi-même, là, qui sommes à droite, et on s'est rendu compte qu'on pouvait effectivement mieux comprendre un petit peu la transmission aux gènes de résistance en allant vers ces progéniteurs. Donc, les variants, par exemple, OXA 181, je ne sais pas s'il y en a à Marseille, mais je sais qu'en Suisse, par exemple, c'est un variant d'OXA48 qui est extrêmement prévalent. Alors, il a la même fonction, globalement, que OXA48, il confère les mêmes types de résistance. Et d'un point de vue génétique, c'est intéressant. On s'est dit, si on a un variant, en l'occurrence, là, je crois que c'est 4 acides aminés sur 300 qui sont différents entre le 181 et l'OXA48, on pourrait penser que ce sont juste des dérivés évolutifs et qu'on a fini par avoir des petites mutations. Et donc, on s'est dit, si on a des dérivés en termes d'enzymes, est-ce que c'est la même structure épidémique dont je vous parlais tout à l'heure qui a fini par évoluer, ou bien est-ce que ce sont des processus d'acquisition indépendants? Eh bien, on a apporté une réponse en regardant un petit peu ce qu'il y avait autour d'OXA 181 et on s'est rendu compte qu'autour, on avait une structure génétique complètement différente de l'OXA48. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on n'a pas ce transposon dont je vous parlais tout à l'heure, TN 1999, qui a fini par muter un petit peu au sein du gène codant pour la bêta-lactamase et on s'est retrouvé avec OXA 181. Non, là, on voit clairement que c'est une acquisition complètement indépendante. Et donc on a regardé un petit peu, on a comparé la structure OXA48 et la structure OXA 181, et bien entendu, ce qu'on a juste observé, c'est qu'il y avait une identité forte uniquement sur cette partie à qui, vraisemblablement, correspond au progéniteur, et non plus sur les parties qui sont responsables de la mobilité qui se trouvent autour. Alors on a séquencé le plasmide un petit peu qui porte OXA 181, on s'est rendu compte que ce gène OXA 181, donc il est là, il est dans un plasmide qui est tout petit, qui est un plasmide qui s'appelle de type COL-E, qui sont des plasmides qui ne sont pas conjugatifs, qui sont juste mobilisables, qui nécessitent l'action d'autres plasmides pour bouger, et qui ont un spectre d'autres extrêmement large. Et ce type de plasmide peut se répliquer chez Pseudomonas par exemple, ce n'est pas le cas du plasmide tout à l'heure dont je vous parlais, qui porte le gène OXA48. Donc en fait, on voyait deux structures complètement différentes. Alors après, en termes d'hypothèse sur l'origine de tout ça, eh bien, on a vu qu'en fait, toutes ces structures, elles ressemblaient là encore à des structures qu'on peut trouver dans le chromosome d'une Shewanella, à nouveau. Ça, c'est pas surprenant.
Cette Shewanella, on l'a identifiée, c'est Xiamenensis. Et là, on s'est retrouvé avec quelque chose d'encore plus sympa, c'est-à-dire qu'on a montré que 100% de toutes ces structures pouvaient être retrouvées au sein du génome de Shewanella Xiamenensis. Donc là, on a vraiment mis le doigt sur le progéniteur réel, exact, de cette structure OXA 181. Là encore, chez Shewanella Xiamenensis, on n'a pas d'expression a priori de ce gène, on n'a pas de résistance aux bêta-lactamines, donc de manière relativement surprenante, on a là un progéniteur dit silencieux. Voilà. Alors, comment et où ces éléments génétiques permettant la mobilisation des gènes de résistance se passent? Eh bien, en fait, on se pose pas mal de questions parce que vous voyez, d'un côté, on a une Shewanella, je vous ai dit, qui vit dans un environnement aquatique. La Shewanella. Elle se multiplie à des températures relativement froides. On a vu que pour certaines Shewanella, c'est 4 degrés la température de multiplication la plus adaptée. Et donc, on s'est dit, on a ça d'un côté, dans l'eau, et à des faibles températures, et de l'autre côté, la Klebsiella pneumoniae qui nous pose problème à l'hôpital, avec l'OXA 48 et l'OXA 181. Comment ces échanges génétiques se sont faits? Dans quel site écologique? En fait, on a fait une petite découverte qui donne peut-être des petits indices. C'est que, par exemple, en allant récolter de l'eau dans des flaques d'eau au Maroc, on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver des Serratia, donc, qui sont des habitants naturels dans l'eau, mais qui sont également des pathogènes opportunistes chez l'homme. Eh bien, on a ces Serratia marcescens qui peuvent porter le gène OXA 48 sur des plasmides un petit peu particuliers et des plasmides qui sembleraient se répliquer chez les Shewanella. Donc, on voit ici que quand on parle d'échange entre un progéniteur et un receveur, eh bien, il peut y avoir des bactéries intermédiaires. Vous voyez, ça paraît tout à fait logique qu'on ait eu la Shewanella qui soit le donneur, qu'on ait eu un hôte intermédiaire, c'est-à-dire un hôte qui soit plus proche de la Shewanella, de par sa niche écologique, de par les éléments génétiques qui entourent, et que le transfert se soit fait, par exemple, chez Serratia, en premier, c'est un exemple, et qu'ensuite la Serratia elle-même, elle ait donné son gène à la Klebsiella qui nous pose problème à l'hôpital. Vous voyez? Donc très vraisemblablement, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des chaînons manquants. Alors un autre exemple, chez Acinetto, on a pas mal bossé chez Acinetto sur la résistance au carbapénème. OXA 23, qui par exemple est la carbapénémase la plus répandue dans le monde, responsable de la résistance au carbapénème, et là encore, quand on regarde les structures génétiques encadrantes, on se rend compte qu'il y a des séquences d'insertion qui sont présentes de part et d'autre, qui sont les mêmes, et ça forme un transposon composite, et voilà comment ça bouge. Donc on a montré la fonctionnalité de tout ça, et puis on s'est intéressé de savoir, alors, d'où il vient ce gène OXA 23 ? On a vu que, quand on regarde derrière, on a des gènes qui ont des similarités avec des gènes qui sont présents dans le chromosome des Acinetobacter bailey. Donc c'est intéressant d'observer ça. Après, on regarde IS-AB1 et on se rend compte que cette IS, c'est une IS qu'on retrouve chez tous les Acinetobacter. Pas seulement Bowmani, Bailey. C'est vraiment quelque chose qui semble être très, très répandu au sein d'Acinetobacter. Donc quand on voit ça, forcément, l'hypothèse, c'est que le progéniteur de cette enzyme OXA 23, son gène, ça soit une espèce bactérienne qui soit très proche d'Acinetobacter Bowmani. Et donc, on s'est mis à screener toute une collection de souches d'Acinetobacter avec des noms tous les plus bizarres. Et puis, on s'est dit, on va faire ça par PCR, hybridation, etc. Et on va peut-être trouver ce fameux progéniteur. Et bingo, on a trouvé la bactérie progénitrice de cet OXA 23, qui est un Acinetobacter qui s'appelle radiorésistance, qui est encore une fois une bactérie de l'environnement, qui s'appelle comme ça parce qu'elle résiste à des très hautes radiations. Et en fait, cet Acinetobacter radiorésistance, qui n'est pas un pathogène de l'homme, il est quand même le réservoir d'un gène de résistance au carbapénème, mais qui, là, à nouveau, n'est pas exprimé. Il n'y a pas de résistance. Cette bactérie, elle est naturellement sensible au carbapénème. C'est pour ça qu'on a mis dans le titre un silent source, pour bien insister sur le point qu'on n'a pas forcément de résistance associée à ce gène. Donc, vous voyez qu'on comprend mieux maintenant que la structure qu'on trouve chez les Bowmani, tout ce fragment, il a été capturé chez radiorésistance et il a été capturé par ces deux séquences d'insertion et il est fini par être mobilisé. Il faut avoir un intermédiaire dessus. Alors, on peut avoir un intermédiaire, mais là, on y pense moins parce qu'on sait qu'Acinetobacter Bowmani et l'Acinetobacter radiorésistance, ils sont très proches, ce sont des cousins très proches. Vous avez certains de l'identité. Donc, on sait que le plasmide, par exemple, quand il se réplique chez radiorésistance, il peut se passer chez Bowmani. Donc on se pose moins de questions sur un réservoir intermédiaire entre les deux. Et donc vous avez 5% d'identité. Exactement. Alors, un autre exemple, les bêta-lactamases à spectre étendu, vous savez que la plus fameuse, c'est la famille CTXM. Pratiquement toutes les bactéries aujourd'hui qui sont productrices d'ISBL sont à cause d'enzymes de type CTXM. Alors voilà, une Klebsiella qui produit une CTXM1 par exemple, ça donne une résistance au céfotaxime.
une sensibilité paradoxale à la CEFTA. Enfin, on a quand même une petite hydrolyse parce qu'on voit des petites synergies avec l'acide clavulanique, mais enfin, globalement, ça reste plus ou moins sensible. Donc ça, ces fameuses enzymes, on en voit partout, tous les jours, et on se pose la question, là encore, d'où ça peut venir. Et ce qui a été fait, c'est qu'on a démontré, pas seulement nous, à Paris, il y avait l'équipe du professeur Philippon à Cochin à l'époque qui l'a montré, c'est que, en fait, ces Cluivera, qui sont des entérobactéries, qui sont là encore potentiellement des pathogènes opportunistes de temps en temps, sont toutes des progénitrices, c'est-à-dire ont toutes le gène CTXM au sein de leur génome. Et quand on regarde une Cluivera, là j'ai donné un exemple d'un antibiogramme, on se rend compte que là, cette fois-ci, on a une expression. Contrairement à d'autres exemples, il n'y avait pas du tout d'expression des bactéries totalement sensibles aux bêta-lactamines. Là, on a quand même une expression, Cluivera, c'est quand même résistant à amoxicilline, ticarciline, et on voit bien que pour le céfotaxime, on a quand même quelque chose de pas normal. On a une petite synergie avec l'acide clavulanique qui prouve que, quelque part, il y a une petite hydrolyse du céfotaxime. Donc là, le gène, vous voyez, il n'est pas silencieux, et il n'est pas exprimé au même niveau que dans la Klebsiella pneumoniae que je vous avais montré ici. Donc, on a une petite expression dans cette bactérie. Donc, est-ce que la présence de ce gène suffit à conférer un avantage dans cette bactérie de l'environnement vis-à-vis de la présence possible de bêta-lactamine? On ne sait pas. Alors après, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Vous avez toute la famille des CTXM et on s'est rendu compte qu'en fait, globalement, il y a deux donneurs essentiels. Il y a le Cluivera ascorbata qui donne ces gènes au groupe CTXM2 et au groupe CTXM1. Et puis, il y a Cluivera georgiana au milieu, là, qui donne son gène dans le groupe CTXM8. Donc voilà, on a identifié les progéniteurs de ces gènes CTXM. Et on s'est rendu compte d'une chose intéressante, c'est que cette fois-ci, on n'avait pas affaire à des transposons composites. On avait une seule séquence d'insertion qui pouvait être responsable de la mobilisation du gène de résistance. Et donc je vais vous raconter ça parce que c'est cette fameuse ISECP1 sur laquelle j'ai pas mal travaillé pour montrer quoi? Pour montrer qu'une seule copie des séquences d'insertion pouvait mobiliser le gène qui est CTXM qui se trouve en aval. Et comment ça? Eh bien tout simplement parce que cette transposage, je vous disais tout à l'heure, normalement elle reconnaît ses propres extrémités, elle circularise, elle bouge, elle va d'un endroit, elle va à un autre. Et de temps en temps, quand on a une deuxième copie, je vous disais tout à l'heure, elle reconnaît la séquence répétée de l'autre copie. Mais là, on n'a pas d'autre copie. Mais ce qui se passe ici, c'est que cette transposase, on l'a montré, eh bien, elle n'est pas très difficile en termes de reconnaissance de séquences inversées répétées. Elle est capable de reconnaître des séquences apparentées. Donc, à partir du moment où il y a quelques petits motifs qui ressemblent, eh bien, elle reconnaît cette petite séquence ici comme une séquence inversée répétée droite. Et donc, ça va fonctionner avec celle qui est à gauche. Ça va former un transposon, mais avec une seule copie de ISECP1. Donc là, on augmente statistiquement la probabilité que cette séquence d'insertion puisse jouer un rôle important dans la mobilisation, parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir deux copies pas trop éloignées l'une de l'autre, mais là, les événements génétiques vont être beaucoup plus faciles, je dirais. C'est juste trouver une petite séquence qui ressemble. Alors, cette séquence d'insertion, on l'a montrée comme étant responsable de la mobilisation et d'expression de pas mal de gènes de bêta-lactamase, et dans la dissémination, entre autres, des ISBL. On a vu que quand on regarde des différents gènes ISBL, CTXM3, CTXM15, en fait, là encore, ce n'est pas juste une évolution de la bêta-lactamase, mais c'est qu'a priori, ce sont des événements distincts de capture, puisqu'on a des distances ici qui ne sont pas les mêmes. Donc on a l'impression que cette ISECP1, elle est venue ici capturer CTXM3 dans une espèce progénitrice, dans un isolat de l'espèce progénitrice, et puis là, elle est venue le chercher dans un autre isolat de l'espèce progénitrice. Et on a montré également que, là encore, la séquence d'insertion, non seulement elle était responsable de la transposition, mais elle était également responsable de l'expression du gène, parce qu'il y a deux jolies séquences, moins 35, moins 10, qui se trouvent là, du côté droit de cette séquence d'insertion, et qui permettent une expression à haut niveau de la bêta-lactamase qui est derrière. Donc le double effet, là encore, de capture, de mobilisation et d'expression. Alors après, quand on regarde un petit peu toutes ces structures qu'on a trouvées dans pas mal de bactéries, on s'est rendu compte qu'en fait, on a des niveaux d'expression de bêta-lactamase très différents d'une bactérie à l'autre. Donc, vous identifiez le gène, vous pensez que vous avez globalement la même résistance, et puis des fois, vous posez un peu des questions, et vous pensez à d'autres mécanismes non bêta-lactamase, tels que de l'imperméabilité, et quelquefois, c'est même pas ça, c'est juste le niveau d'expression du gène qui peut varier d'un isolat à l'autre, et qui est dû au fait que de temps en temps, on a juste 42 paires de bases ici, et donc dans ce cas-là, on a une expression relativement forte, et l'expression sera un peu plus faible quand on aura une distance un peu plus longue. C'est-à-dire on s'éloigne du promoteur, on a une expression plus faible, d'où une résistance plus faible. Alors, on a voulu montrer que cette séquence d'insertion, elle était capable de mobiliser, on l'a voulu montrer expérimentalement. Donc, on a fait tout un modèle, je vais vous l'expliquer juste après. On a montré globalement la transposition, elle s'effectue à des fréquences relativement faibles, 10.6.
et qu'elle était capable donc de créer ces duplications de sites quand elle s'insérait. Donc comment on a fait? On a pris déjà des progéniteurs, différents progéniteurs, et on a pris les Cluvera, les fameuses Cluvera qui sont donneuses de CTXM. On aurait pu prendre d'autres progéniteurs parce qu'on s'est rendu compte a posteriori que cette ISECP1, c'est elle qui va capturer les gènes de céphalosporinase de Citrobacter freundii qu'on connaît, qui s'appelle CMY. On trouve très souvent chez Klebsiella pneumoniae et chez Escherichia coli, on trouve CMY, qui est une bêta-lactamase de classe C. Eh bien en fait, son origine c'est Citrobacter freundii. DHA, son origine c'est Morganella morgani, et ACC c'est Hafnia alveoli. Donc toutes ces entérobactéries qui possèdent naturellement ces gènes sur leur chromosome, eh bien un jour ou l'autre, il y a eu cet élément ISECP1 qui est venu vraisemblablement s'intégrer dans leur chromosome, qui est venu capturer leur gène intrinsèque, qu'il a mis sur un plasmide, et ce plasmide, il a fini par aboutir chez une Klebsiella, chez un Escherichia coli, et être la source de résistance pour d'autres espèces. Okay. Alors le modèle qu'on a mis au point, c'était de se dire, on va prendre une Cluvera au départ, voilà la Cluvera, alors elle a sur son chromosome, je vous disais, un gène CTXM. Et puis de l'autre côté, on s'est dit, ben voilà, on va vouloir reproduire ce qui a pu se passer dans la nature. Alors on va lui apporter cette séquence ISECP1 qui nous intéresse tant, donc on clone cette séquence sur un plasmide qui porte la résistance à la Cana, et puis voilà, vous prenez la Cluvera, vous mettez le plasmide dedans, vous sélectionnez sur Cana, et vous finissez par avoir une Cluvera qui a ISECP1 dans son génome. Jusque-là, tout va bien. Alors ensuite, on se dit, on va essayer de voir si cette ISECP1, elle peut transposer en amont de la bêta-lactamase, puisque c'est ce qui s'est passé, on voit bien dans les structures qu'on observe, l'ISECP1 est toujours juste devant la bêta-lactamase. Donc pour ça, on se dit que vraisemblablement, il y a dû avoir un moment ou un autre, la Cluvera elle a été soumise à une pression de sélection, et peut-être qu'il y a eu une petite augmentation de la pression antibiotique. Et donc nous, on l'a fait expérimentalement, on a mis un peu de céfotaxime dans le bouillon avec la Cluvera, et qu'est-ce qui a fini par se passer? C'est qu'en montant un peu le céfotaxime, on s'est rendu compte qu'on avait un isolat qui prenait le dessus, c'était celui qui était un peu plus résistant au céfotaxime que les autres, et quand on a regardé dans le génome, on s'est rendu compte que, ben oui, il était un peu plus résistant parce que la séquence d'insertion qui était sur le plasmide, elle a fini par passer sur le chromosome, et elle s'est mise juste en amont de la bêta-lactamase. Donc elle a apporté un promoteur, elle a augmenté l'expression du gène, donc elle a augmenté la résistance, ou en tout cas elle a diminué la sensibilité. Okay. Donc on a une Cluvera telle qu'on la voulait, dans notre modèle tel qu'on l'imaginait, avec CTXM et en amont ISECP1. Et maintenant il reste à montrer que ça peut bouger tout ça. Et donc il faut rapporter un nouveau plasmide. On apporte un plasmide qui lui apporte la résistance à l'agenta, donc c'est ce qui va nous permettre de le suivre. On l'intègre dedans, donc on prend ce petit mélange, on sélectionne sur Genta et on finit par avoir notre plasmide comme on voulait à l'intérieur, qui va être notre plasmide récepteur en quelque sorte. Il va être là pour recevoir des événements de transposition. Et on met différentes conditions expérimentales, mais entre autres, on met donc de l'agenta, on met de la Cana et on met de la bêta-lactamine, de céfotaxime, et on finit par espérer que tout ça va bouger et que, si possible, notre structure ISECP1 plus la bêta-lactamase va finir par bouger sur ce plasmide récepteur. Et si ça se passe, eh bien après, il faudra isoler cet événement de transposition en séparant ce plasmide de cette Cluvera. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est de prendre la Cluvera avec tout ce bazar, la mettre au contact avec une souche d'Escherichia coli qui soit sensible à tout, qui soit juste, il y a un marqueur quand même qui soit résistante à l'asile, ça va être notre marqueur, et on conjugue, on sélectionne sur céfotaxime plus asile, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un Escherichia coli qui a reçu un plasmide, ce plasmide, il a reçu la séquence d'insertion plus le gène qui vient au départ de la Cluvera. Donc là, on démontre expérimentalement que la transposition de cet XM, elle peut se passer comme ça. Okay. Et donc, on prouve que la structure qu'on avait observée dans certaines souches, il y avait ISECP1, et puis de temps en temps, il y avait une autre séquence d'insertion où on se grattait la tête en se disant, mais est-ce qu'elle est vraiment impliquée dans la mobilisation ou pas? En fait, on se rend compte qu'elle n'était pas du tout impliquée. On a bien eu l'ISECP1 qui a reconnu une séquence inversée répétée like et qui a permis de transposer tout le fragment. Et alors, à quoi ça sert tout ça? Alors on se dit, déjà, on a montré quelque chose de joli, mais en plus, on peut se servir d'un modèle comme ça pour se dire, on refait l'expérience, mais en faisant varier les conditions. On fait bouger la température, on fait bouger la concentration des antibiotiques. Pourquoi? Pour essayer de répondre à la question, pourquoi y aurait-il plus de CTXM qu'autre chose, et qu'il y a eu, il y a à peu près 15 ans, ce boom mondial de l'émergence de CTXM où tout le monde se pose des questions, pourquoi ces enzymes ont remplacé d'autres enzymes qu'il y avait avant. Bon, on essaie d'apporter à notre petit niveau des réponses, et on a fait tout ce modèle, on l'a répété avec
pas mal de conditions et de variables. Et entre autres, on a mis des concentrations subinhibitrices de céphotax, de CEFTA, de pipé pendant tous ces modèles-là, et pas mal d'autres bêta-lactamines. On a mis des quinolones, on a mis des aminosides, on a fait varier les températures, on avait plus bas, plus haut, etc. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques marqueurs intéressants. Qu'est-ce qui avait augmenté la transposition dans notre modèle tel qu'on l'a construit? Eh bien, c'était le fait qu'il y ait une présence de céphotax, c'est le fait qu'il y ait présence de CEFTA, malgré que la CEFTA ne soit pas un substrat de l'enzyme, c'est ça qui est paradoxal, il y avait une augmentation des fréquences de transposition, et puis la pipée, et même l'augmentation de la température, elle a fait bouger un peu les choses dans un sens de plutôt augmenter. Donc après, je vous laisse traduire ça en disant, mais qu'est-ce que quand même on peut retenir de tout ça? Est-ce que l'augmentation de température peut augmenter la transposition de cet XM sur la planète? On n'en sait rien. À titre d'autres exemples, rapidement, je vais vous parler juste des quinolones, parce qu'en fait, il y a des gènes de résistance transmissibles aux quinolones, je ne sais pas si vous le savez, mais les gènes qui s'appellent QNR, ce sont des gènes qui apportent une résistance aux quinolones, qui d'habitude, elle est conférée par des mutations dans le chromosome des topoisomérases. Et bien en fait, on s'est rendu compte dans certaines souches de l'Escherichia coli que quand on a ces gènes QNR, eh bien, eux aussi, ils sont associés à cette même séquence d'insertion ISECP1 responsable de la mobilisation des bêta-lactamases. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on voit bien qu'on a eu un transposon qui s'est formé. Par contre, le gène, là, vous voyez, il est en orientation opposée, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'ISECP1 est responsable de la mobilisation, mais elle n'est pas du tout responsable de l'expression de ce gène de résistance au quinolone. Donc, lui, en fait, il était venu avec son propre promoteur qui se trouve par ici. OK ? Donc, ces gènes QNR, en fait, on a regardé un peu d'où ils pouvaient venir, et là encore, on s'est dit, on va chercher où est-ce qu'on peut trouver ça dans l'environnement. Je vous passe les détails, comment on a fait notre investigation, mais en tout cas, on a fini par avoir quelques indications que des bactéries de type Shewanella, là encore, pas les mêmes que tout à l'heure, mais c'est toujours les Shewanella, étaient en fait les progénitrices exactes, et Shewanella algae est le progéniteur exact de ce gène qui s'appelle QNRA, qui est un des plus répandus parmi les gènes de résistance plasmidique aux quinolones. Et après, on a fait d'autres études qui ont montré qu'en fait, on a 3 grands clusters, les fameux gènes QNRA, QNRB et QNRS, et que les QNRA, ce sont des Shewanella algae, que les QNRS, ce sont des Shigella qui peuvent être réservoirs, et puis pour les QNRB, je ne sais plus où on en est, mais je crois que c'était Salmonella. Alors, une toute petite parenthèse sur un travail qu'on vient juste de terminer au laboratoire, juste pour vous parler d'autre chose, qui est de la résistance à la phospho, mais juste pour vous dire que la résistance à la phospho, elle peut être médiée par des enzymes donc inactivant la phosphomycine, et que par exemple le phos-A3, qui est codé par des plasmides, il est extrêmement répandu au sein des entérobactéries, on le trouve très souvent chez coli. Eh bien, ce qui a été montré, c'est que Cluivera georgiana, donc là encore, on revient à notre histoire de tout à l'heure, je vous ai dit que Cluivera georgiana était un progéniteur du groupe CTXM8, eh bien en fait on se rend compte qu'un progéniteur peut être progéniteur de plusieurs gènes de résistance, eh bien ce phos-A, il est le progéniteur, son progéniteur est Cluivera georgiana. Et quand vous regardez un petit peu ce dendrogramme, vous voyez qu'en fait il a été montré que parmi toutes ces enzymes fausses qui sont identifiées au sein des entérobactéries, eh bien on a pratiquement pour toutes identifié leur réservoir. Donc quand vous trouvez chez coli du phos-A5 ou phos-A6, c'est en fait un gène de résistance à la phospho qui provient de Klebsiella pneumoniae. Quand on trouve phos-A1 ou 2, ça vient de cloaquée. Vous voyez là encore des échanges qui se font entre des cousines en termes d'espèces, des entérobactéries relativement proches. Et on vient juste d'identifier en Suisse une souche de coli qui est résistante à la phospho par la production d'une toute nouvelle enzyme qui présente moins de 80% d'identité avec les autres qu'on connaissait jusqu'à présent. Et bien là encore, on a regardé un peu l'environnement génétique de ce gène phos-A8 et on s'est rendu compte que là encore, c'est une entérobactérie qui est le donneur. Et le donneur, c'est une bactérie qu'on appelle l'Euclercia adécarboxylata, qui est en fait une autre entérobactérie. En revanche, cette fois-ci, cette bactérie, elle est résistante de manière naturelle à la phospho. Donc là, vous voyez un contre-exemple par rapport à des choses que je vous ai montrées juste avant, c'est qu'on peut avoir un donneur de gène de résistance dans lequel la résistance s'exprime vraiment, et c'est ce qu'on a montré ici. Alors pour terminer, juste quelques mots sur la résistance plasmidique à la colistine. Jean-Marc connaît très très bien ça, et je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler un tout petit peu. Bon, pour ceux qui connaisseraient un petit peu moins bien, donc ce fameux gène MCR qui a été décrit il y a 3-4 ans, eh bien, il est présent sur un plasmide. Il code pour une phosphoéthanolamine transférase qui permet la modification du lipide A, qui donc génère cette résistance ou diminution de sensibilité des entérobactéries à la colistine. Et il a été identifié chez l'homme, chez l'animal, et on sait qu'il confère
voilà, quand vous avez un plasmide qui apporte ce gène MCR1, par exemple, il confère une augmentation d'à peu près 16 fois de la CMI. Donc on passe globalement pour un colis qui serait à 0,5 au départ, qui est la moyenne pour un colis de base, eh bien on passe à 8. On passe dans la résistance, vraiment quand on a MCR1. Ça suffit à conférer une résistance. Et d'où ce gène il vient? Eh bien en fait, on a regardé la structure dans nos souches d'Escherichia coli. MCR1 est là encore encadré par 2 séquences d'insertion qui sont identiques. Et là encore, on part sur l'hypothèse, on a affaire à un transposon composite. On a démontré expérimentalement que ce transposon composite, il était fonctionnel, il bougeait bien. Donc, on a prouvé ça. Mais après, on s'est dit, comment on va faire pour trouver le progéniteur? Alors, on s'est dit, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de ces séquences ISPAL1. Ça va peut-être nous donner un indice. Et on s'est rendu compte que c'était une séquence d'insertion qui était chez Actinobacillus pleuropneumoniae, qui est donc très régulièrement isolé chez le porc. On s'est rendu compte également que chez le porc, on a une pression de sélection avec la colicine, ça on le sait, hein, c'est un usage vétérinaire. Et puis le colis qui nous pose problème chez l'homme à l'hôpital, dans lequel on peut trouver de temps en temps une résistance à la colicine apportée par MCR1, eh bien ce colis, il est présent aussi chez l'animal, chez le porc. Donc en fait, on avait un peu tous les éléments, la pression de sélection, la bactérie réceptrice et les éléments génétiques permettant le transfert. Et après, on s'est penché vers Moraxella, parce que Moraxella, c'est également une bactérie qui est présente chez le cochon. Et on s'est dit, les échanges doivent se faire là-dedans. Donc l'hypothèse est partie de ça. Et on est parti sur toute une série de Moraxella qu'on a identifiées. On s'est rendu compte que nos MCR1, MCR2 étaient très proches de gènes naturellement présents au sein du chromosome de Moraxella, tels que Osloensis, etc. Donc on n'a pas trouvé pour le MCR1 le progéniteur exact, mais on sait que c'est par là qu'il faut aller, c'est-à-dire que les Moraxella sont des progéniteurs de gènes de résistance à la colistine. Alors je pourrais vous donner encore beaucoup d'exemples de gènes de résistance qui sont dans l'environnement, dans les bactéries environnementales, pour lesquels on a montré qu'il y a eu un transfert qui s'est fait par des éléments génétiques tels que les séquences d'insertion. Je suis passé sur les intégrons parce que les intégrons, on a très très peu d'exemples en fait paradoxalement. Les intégrons sont des structures génétiques qui permettent l'acquisition de gènes de résistance, mais tous ces gènes de résistance composés d'intégrons, la plupart du temps, on n'a eu aucune idée jusqu'à présent d'où ils pouvaient venir. Donc c'est bizarre que justement ce soit ceux-là qui nous posent le plus de problèmes. Donc je passe aux conclusions. Donc on voit bien qu'à travers les exemples que je vous ai donnés, que ce processus d'acquisition des gènes de résistance, il est vraiment complexe et il correspond à une évolution génétique progressive. Hein, on a bien, step by step, la gène de résistance qui finit par aboutir dans la bactérie qui va poser un problème dans l'infection. Les éléments génétiques qui capturent ces gènes, ils sont responsables très souvent de leur acquisition et de leur expression. Ça fait partie du take-home message sur lequel j'aime bien insister. Il y a beaucoup de gènes de résistance qui nous posent problème, qui sont très connus depuis toujours, la pénicilline astem par exemple, ou bien pour les carbapenemas, par exemple KPC, qui est quand même extrêmement prévalente dans pas mal de parties du monde. Là, on n'a aucune idée jusqu'à présent d'où ça peut venir. Et puis, donc, une des questions qui peut apparaître intéressante ici, c'est de se dire, et c'est drôle parce qu'avec Didier tout à l'heure, on faisait une petite discussion sur ce genre de choses, c'est de se dire, par exemple, sur les gènes potentiels de résistance antibiotique, quand vous les trouvez dans les bactéries environnementales, est-ce que ce gène il est juste là pour apporter une résistance à l'antibiotique correspondant? Vraisemblablement non. Premièrement, parce que je vous ai dit, il n'est pas toujours exprimé. Et même quand il est exprimé, on a du mal à croire que quand vous avez un gène de résistance à une bêta-lactamine dans une Shewanella retrouvée au fond de l'Antarctique, que ça soit une pression de sélection par les bêta-lactamines qui soit responsable de ça. Donc on peut penser qu'il y a d'autres fonctions sur lesquelles, on a quelques projets qui sont en cours de développement et qui pourraient aider à répondre à des questions. Quelles sont la fonction de ces enzymes dans ces cas-là? Donc je reviendrai dans 10 ans pour vous parler un petit peu de ce qu'on a pu trouver. Et puis donc travailler sur ces gènes de résistance et sur leur origine, je sais que ça ne va pas apporter des réponses demain cliniquement sur comment faire pour ralentir le spread de ces gènes de résistance antibiotique, trouver le progéniteur. C'est un des aspects des recherches qu'on peut conduire, c'est pas le seul, mais d'un point de vue fondamental, on trouve ça quand même relativement intéressant et c'est un bon modèle. Et quand on arrive à reconstituer, comme on l'a fait pour Cluvera et CTXM, dans le laboratoire, tout le processus évolutif, là c'est vraiment excitant parce que je dis quand on fait bouger les paramètres, là on peut un petit peu mieux comprendre peut-être qu'est-ce qui, in vivo, dans la vraie vie,
peut faire bouger et peut faire qu'un gène CTXM il devienne beaucoup plus successful qu'un autre gène. Donc voilà, pour terminer, je vais revenir juste sur un espèce de concept qui est donc de mettre, par rapport à mon talk, de dire on a le gène de résistance, on a les éléments mobiles, on a le progéniteur et on a la bactérie réceptrice. Et ce qu'on veut savoir, c'est tous ces paramètres, eh bien, comment ça fonctionne. Et là, je veux rebondir sur ce que Jean-Marc et Didier ont l'habitude de montrer, parce que d'habitude, eux, c'est l'exemple de Alice, avec son croquet magique, que j'ai vu plusieurs fois et qui m'a toujours beaucoup amusé et intéressé et fait réfléchir. Et c'est ça le but de leur diapo, mais quand ils la mettent à la fin du talk, c'est de se faire réfléchir. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai trouvé que c'est un peu le même concept, toujours avec notre fameux capitaine Haddock, parce qu'on a 4 éléments importants qui bougent là. Vous voyez, c'est en apesanteur. Ben, on a le gène de résistance qui nous intéresse, mais ce qu'il va falloir, c'est qu'il y ait une capture à un moment donné par, que ce soit un plasmide ou autre chose, mais il va bien falloir qu'à un moment donné, il y ait une rencontre entre les deux, que ce plasmide, en fait, il ait été en contact avec le progéniteur. Il a fallu que le progéniteur, qui est ici la bouteille, elle ait pu donner le gène. Et puis, il va falloir que le final host, la bactérie qui nous pose problème, parce qu'on travaille principalement sur des bactéries d'intérêt clinique, eh bien, il soit lui aussi, à un moment donné, au contact avec tout ça. Donc, c'est un espèce de parallèle que j'ai voulu faire en disant, voilà, ces 4 éléments très importants, on ne sait pas exactement où se font les choses, dans quelles conditions, et c'est là-dessus qu'il y a encore pas mal de boulot à faire. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et j'étais ravi de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pendant ces dernières années.